Allongé sur le bord de cette route, j'ai repensé à papa et ça m'a aidé à me remettre debout. Il fallait que je trouve une solution pour le rejoindre, vite. J'ai alors aperçu M. Kaplan. Il était loin maintenant, immobile sur le bas-côté de la route, les mains dans les poches et il semblait attendre. Je me suis demandé s'il avait assisté à ma course éperdue après le bus. Et si c'était le cas, pourquoi n'était-il pas intervenu? Je me suis souvenu de son air sombre quand je lui avais demandé où il comptait descendre. Cet homme m'est alors apparu bien mystérieux, et au moins aussi perdu que je l'étais. Et puis encore une fois, tante Isa m'avait bien recommandé de ne pas adresser la parole à qui que ce soit pendant le voyage. J'étais partagée entre toutes ces contradictions, et je regardais dans tous les sens, comme si la solution pouvait se trouver au milieu de ce grand nulle part. C'est là que mes yeux se sont arrêtés sur le petit avion, au loin. J'ai d'ailleurs remarqué que, depuis le départ du bus, il s'était rapproché. S'il continuait ainsi, d'ici quelques minutes, il serait sans doute suffisamment près pour que le pilote m'aperçoive, et je pourrais alors lui faire des signes. Je me voyais déjà arrivant à Indianapolis par les airs. Papa serait sidéré. Le bruit lointain d'un autre moteur m'a ramené à la réalité. Une voiture approchait. L'espoir m'a saisi un instant pour disparaître aussitôt. Elle venait à contresens en direction de Chicago. Elle est passée sans ralentir et le conducteur ne m'a même pas jeté un regard. En la suivant des yeux, j'ai cru comprendre qu'elle intéressait aussi George Kaplan, parce qu'il s'est un peu avancé sur la chaussée. C'était peut-être la personne avec qui il avait rendez-vous. J'ai quand même trouvé bizarre qu'on veuille rencontrer quelqu'un dans un endroit aussi paumé. Mais la voiture a filé sans s'arrêter. M. Kaplan devait être aussi dépité que moi. 1 ou 2 minutes plus tard, c'est un bus qui est apparu, lui aussi dans la mauvaise direction. En passant à côté de moi, il a soulevé un gros nuage de poussière. Il y avait quelques passagers à bord qui m'ont tous ignoré comme plus loin ils ont ignoré George. Les États-Unis me sont alors apparus comme un pays trop grand et peuplé de gens indifférents aux autres. Pour me rassurer un peu, je me suis quand même dit que si 2 véhicules étaient passés dans un sens, il y avait de fortes chances pour qu'il en passe assez vite dans l'autre. Tout était affaire de hasard. Je le savais bien, mais je ne devais pas désespérer. J'ai levé les yeux vers le ciel. Le petit avion était en train de virer pour quitter son champ de maïs et venait maintenant vraiment dans ma direction. Mon premier réflexe a été de lever les bras pour lui faire signe, mais il est passé au-dessus de moi et s'est éloigné. Je l'ai suivi du regard jusqu'à ce qu'il fasse demi-tour pour revenir dans l'axe de la route. Mon cœur a fait un bond. Ça y était, il m'avait vu, il allait se poser et me prendre à son bord. J'ai sauté sur place en faisant de grands gestes et j'ai vu qu'il perdait de l'altitude. J'étais sauvée. Il est passé au-dessus de moi, projetant son ombre immense sur le bitume. Le bruit était assourdissant. J'ai aussitôt pensé qu'il allait se poser sur la route, mais il a poursuivi son chemin en rase-motte, sans ralentir, en direction de M. Kaplan. Celui-ci s'est retourné et il est resté interdit pendant un bon moment avant de comprendre que l'avion était en train de lui foncer dessus. Il s'est alors jeté à terre au moment où l'engin passait à seulement quelques mètres au-dessus de sa tête. Je me suis d'abord dit que le pilote lui faisait une blague. Si c'était le cas, cette blague était aussi stupide que dangereuse. Ce pilote devait être complètement cinglé. M. Kaplan s'est relevé et a regardé l'avion qui s'éloignait. Quand il s'est aperçu que l'engin virait pour revenir à la charge, il s'est aussitôt mis à courir. L'avion a piqué sur lui, M. Kaplan s'est jeté dans un fossé. J'ai alors entendu un tac-tac-tac et j'ai vu de la terre exploser par petits impacts sur le sol tout autour du fossé où il avait disparu. J'en croyais pas mes yeux. Le pilote était en train de mitrailler la zone. J'étais tellement sidérée que j'ai à peine aperçu la voiture qui arrivait. George, lui, l'a immédiatement vue. Il s'est redressé et a sprinté vers elle pour l'arrêter. Mais comme les fois précédentes, le conducteur a filé sans demander son reste. L'avion entamait un nouveau virage. M. Kaplan ne savait plus où aller. Il s'était lancé au hasard comme un animal traqué, mais l'appareil l'a très vite rattrapé. Une nouvelle salve de balles a ricoché autour de lui alors qu'il tombait au sol, et j'ai bien cru qu'il était touché. Quand il s'est relevé, j'ai été si soulagée que j'ai failli hurler « Hurrah !» comme si j'avais été au cinéma en train de regarder un film avec Cary Grant. M. Kaplan s'est alors précipité vers le champ où j'étais allée me cacher à la descente du bus, et il a disparu derrière les hauts plants de maïs. Il avait peut-être une chance de s'en sortir maintenant. Mais quand l'avion s'est approché du champ en frôlant les plantations, j'ai vu une sorte de brouillard s'échapper de ses coffres. J'ai immédiatement compris que le pilote venait de déclencher les pompes de l'insecticide pour arroser la parcelle. Et son plan diabolique a très bien fonctionné. Quelques secondes plus tard, M. Kaplan surgissait hors du champ, une main plaquée sur la bouche.
J'ai voulu lui crier de rester caché parce que l'avion était en train de revenir, sauf qu'il était beaucoup trop loin. Il s'était remis à courir en direction de la route. Un camion s'approchait. En voyant l'avion revenir à l'assaut, j'ai compris que cette fois le pilote ne raterait plus sa cible. Ça se voyait à la manière dont il ajustait son vol, comme si les passages précédents lui avaient servi à anticiper le prochain déplacement de sa proie. Ça ressemblait à l'étrange balai d'un chat et d'une souris. Monsieur Kaplan s'est planté au milieu de la route, les mains levées au-dessus de sa tête. Le conducteur du camion a klaxonné plusieurs fois. L'avion est descendu si bas que ses roues touchaient presque le sol. Kaplan lui a jeté un coup d'œil rapide avant de se retourner vers le véhicule qui arrivait dans un grand couinement de frein. Mais il allait encore trop vite pour éviter cet homme qui lui barrait la route. Dans la perpendiculaire, l'avion n'était plus qu'à une centaine de mètres, si bien que M. Kaplan n'avait plus aucune échappatoire. Le camion n'a rien pu faire pour l'éviter. L'homme au costume gris est tombé à la renverse avant de disparaître sous ses roues. J'ai même pas eu le temps de fermer les yeux. Au même instant, l'avion est arrivé, trop vite et trop bas pour que le pilote puisse redresser. L'appareil a percuté l'arrière du camion de plein fouet et s'est aussitôt enflammé. Dans la seconde qui a suivi, les portières se sont ouvertes et le conducteur et son passager ont sauté pour s'enfuir en courant. Au même moment, Kaplan s'extirpait de sous la carlingue. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il était vivant. Et lui aussi s'éloignait à présent à toutes jambes. Le camion transportait une citerne d'essence. Le temps que je comprenne ce qui allait se passer et que je me jette à terre, tout a explosé dans une formidable boule de feu. Captain America. Papa m'achetait souvent les magazines Marvel dans lesquels je lisais les aventures de tout un tas de super-héros incroyables. Mon préféré, c'était Captain America, Steven Rogers, de son vrai nom. Parce qu'on avait pas mal de points communs, lui et moi. D'abord, quand il était petit, il était plutôt gringalet. Résultat, il avait des problèmes avec ses copains d'école. Et puis lui aussi, sa mère était morte, alors du coup, il avait souvent tendance à se réfugier dans l'imaginaire. Vous voyez le tableau? Exactement comme moi, je vous dis. Bon, après, ça devenait un peu bizarre son histoire, comme toujours avec les super-héros d'ailleurs. Steven était trop chétif pour être envoyé au front pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça le frustrait énormément. Alors on lui a proposé d'être le cobaye d'une expérience secrète, et on lui a injecté un sérum qui l'a rendu super puissant. C'est comme ça qu'il est devenu ce soldat invincible, portant à son bras un bouclier en vibranium, un alliage de métal qui le protégeait de tout. Au cours de ses aventures, Captain America s'est finalement fait pas mal de copains, des types avec des super pouvoirs comme lui, parmi lesquels Bucky et le Faucon.